À Marie et à Antoine de m'avoir invité pour vous parler de ce sujet qui porte assez bien son nom. En effet, les normes techniques le sont. Elles le sont éminemment. Et c'est un monde qui est assez compliqué à comprendre parce qu'il se caractérise par un faible degré de transparence. Or, des normes techniques, il y en a beaucoup. Elles sont produites par une grande diversité d'acteurs et je me présente ici devant vous assez modestement pour vous faire partager ma compréhension du sujet et en particulier vous identifier quels en sont les acteurs principaux, les enjeux essentiels. Et après avoir posé ce décor, je vais vous proposer une analyse plus particulière d'un normalisateur particulier, donc, qui est le normalisateur européen. En effet, l'Union européenne a depuis maintenant très longtemps décidé de jouer la carte de la normalisation technique. Elle en a fait un usage stratégique et sans vouloir rappeler les grands principes essentiels du marché intérieur, la normalisation technique en Europe connaît aujourd'hui une actualité toute particulière parce qu'il y a 2 ans, la Cour de justice a pris un arrêt que je considère important, dont je vous dirai quelques mots avant d'atterrir sur quelques considérations plus théoriques. Alors, une fois n'est pas coutume, commençons par une définition. Qu'est-ce qu'un standard technique? Qu'est-ce qu'une norme technique? J'aime assez bien la définition proposée par le normalisateur français, l'AFNOR, qui nous parle de documents établis par consensus et approuvés par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Je dirais que c'est une bonne définition, je me permets de la compléter en disant que ces normes sont généralement payantes, d'utilisation volontaire et proviennent d'une demande du marché. Alors, ce qui est marquant avec les normes techniques, c'est leur évolution rationnée matérielle. Je reprends ici l'heureuse expression de Marianne Frison-Roche qui parlait de véritable envahissement du droit par les normes techniques, et ça pas uniquement en termes de quantité, mais aussi quant à l'extension de son champ d'application. Au départ, la normalisation technique, c'était pour rendre compatibles des objets de communication, la typographie, ou des systèmes de mesure, le système métrique décimal. La période phare dans l'histoire, sans doute, de la normalisation technique, c'est qu'ils se sont penchés sur les marchandises, en normalisant les pièces détachées, la taille des cartes de crédit, la taille des containers, la taille des cercueils. Là, on a vraiment connu un pic d'utilisation des standards techniques. Mais cette étape est dépassée, elle reste valable, mais la normalisation technique a également envahi le secteur des services, en particulier le secteur de la santé, le secteur de la sécurité ou la protection des consommateurs. Ensuite, principalement avec les normes ISO 15000, pour les connaisseurs de la salle, elle s'est attaquée à un autre secteur, l'environnement. L'environnement s'est vu normalisé techniquement. Et enfin, dernière étape de ce petit tour d'horizon, ce sont maintenant les sujets socio-économiques qui font l'objet de normes techniques. Bien entendu, la norme ISO 26000 qui porte sur la responsabilité sociale des entreprises, mais plus récemment encore avec la norme ISO 37001 qui parle de lutte contre la corruption. Et en préparant cette conférence, j'ai vu que l'ISO venait de créer 3 nouveaux groupes de travail pour donc produire la normalisation technique concernant et ça intéressera je pense Antoine, la finance durable, l'économie circulaire et l'économie du partage. Alors, qui produit toutes ces normes? Alors, pour résumer, je dirais qu'il y a 3 niveaux de normalisation. Un niveau mondial avec des normes que j'ai déjà citées à plusieurs reprises, l'ISO. L'ISO naît juste après la Seconde Guerre mondiale, qui est une organisation internationale non gouvernementale qui se veut indépendante, qui regroupe 164 des 200 États de la planète, mais les États
n'ont pas forcément tous un organisme national de normalisation technique. Dans certains États, c'est un organe officiel, mais dans beaucoup d'États, en fait, ce sont des consortiums privés qui jouent ce rôle de normalisateur technique. Et donc, vous avez des statuts très différents au sein de ces 164 membres qui vont vraiment d'organes étatiques au sens strict à vraiment des organes privés au sens tout aussi strict. Et beaucoup d'hybridité pour une majorité d'entre eux. L'ISO, c'est actuellement 100 000 experts techniques. Donc 100 000 personnes travaillent directement ou indirectement pour l'ISO. C'est actuellement, je donne quelques chiffres pour se rendre compte de l'étendue et de cet envahissement, c'est actuellement 22 000 normes techniques proposées et en vigueur, et ils produisent environ 1100 nouvelles normes techniques chaque année. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Alors je pense qu'il est toujours intéressant aussi lorsqu'on parle d'acteurs de parler de financement, de savoir qui il y a derrière ces normes techniques. Alors le site internet et les documents officiels vous disent que c'est principalement les cotisations des membres à raison de 60% et les 40% restants, ce sont les ventes des normes qui donc financent l'ISO. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. C'est que ce financement, en fait, ne porte que sur le secrétariat général de l'ISO. L'essentiel du financement est en fait pris en charge par les membres qui désirent promouvoir, un État qui désire promouvoir une norme technique sur un sujet. Eh bien, il revient à ce membre de financer les réunions de travail ainsi que les frais de voyage des différents experts. Et ce montant, ce financement représente 80% donc, de ce que coûte l'ISO, qui est donc pris en charge par les membres qui sont les plus qui sont moteurs de la production de ce type de normativité, et donc vous vous rendez bien compte que c'est principalement les États les plus riches qui peuvent se permettre de mettre cet argent dans la production de normes ISO. Voilà mon premier point sur le niveau mondial. Deuxième point, le niveau européen. Les organismes européens de normalisation datent des années 60. La figure de proue, c'est le CEN, le Centre européen de normalisation, qui recouvre la grande majorité des domaines. Vous avez deux autres petits organes qui s'appellent le CNELEC et l'ETSI pour l'électricité et pour les télécommunications. Donc on a finalement trois organismes de normalisation au niveau européen qui ne sont pas des institutions, qui ne sont pas des organes, qui ne sont pas des organismes de l'Union européenne, mais qui sont des ASBL de droit belge et français. Mettre l'accent sur cette spécificité, et les membres sont les organismes de standardisation des différents États membres. Alors, elle n'est pas en reste, elle n'a pas à rougir de son bilan, 15 000 standards, un petit peu en dessous de l'ISO, mais on est quand même à un chiffre très important, et elle produit quant à elle 1000 standards techniques par an, et elle est financée à raison de 35% par l'Union européenne, le reste étant quant à lui pris en charge par la vente des normes. Enfin, dernier niveau, le niveau national. En Belgique, c'est le NBN, qui est un organisme d'intérêt public sous la tutelle du ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Consommateur. Son bilan est un petit peu moins impressionnant, 864 normes belges, et ils produisent 12 nouvelles normes chaque année. Voilà donc ces acteurs, ils sont financés par l'État. Et à la marge par la revente des normes techniques, mais j'ai été faire un petit tour sur le site juste hier, et j'ai vu que la plupart des normes belges étaient vendues au prix de 1 €, donc je ne pense pas que ça finance réellement une grande partie de leur réunion. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la relation entre ces trois niveaux de pouvoir, et je dirais que c'est une double relation. C'est une relation qui est bien pensée parce qu'elle permet une grande diffusion des normes techniques et elle permet une grande harmonisation des normes techniques. Tous les organismes nationaux sont de droit et dans les faits membres du CEN. Et donc, dès que le niveau européen prend une norme, eh bien, il acquiert immédiatement, de jure, le statut de norme nationale. Donc là, il y a vraiment une osmose entre le niveau national et le niveau européen. Entre le niveau européen et le niveau international, entre le niveau de l'ISO, il y a eu un accord, l'accord de Vienne, en 1991, qui en fait prévoit que lorsque le niveau européen veut travailler sur une nouvelle norme, elle doit en informer l'ISO. Et l'ISO a le pouvoir d'évoquer le dossier
et de proposer cette norme au niveau mondial, ce qu'elle fait d'ailleurs assez souvent. Et donc on voit que très souvent l'initiative est européenne et est ensuite évoquée par l'ISO qui l'offre donc à ses 164 membres. Donc deux constats à ce stade-ci. Le premier, c'est que c'est un système puissant de diffusion de normes qui évite dans une large mesure le conflit entre les normalisateurs. Et deuxième constat, c'est que la prise de décision est essentiellement détenue par des réseaux d'experts dont les conditions de nomination et les conditions de reddition des comptes sont pour le moins peu transparentes. Alors quels sont les enjeux de cette normalisation technique? Alors ce qui est frappant, c'est que quel que soit le document officiel entre guillemets que vous consultez ou quel que soit le site web que vous lisez, vous avez toujours le même discours de la part des normalisateurs qui vous disent les normes techniques sont des instruments dépolitisés d'action publique, d'usage volontaire et prise par consensus. Sous-entendu, elles seraient donc inoffensives. Ne soyons pas naïfs, vous l'aurez bien compris, la normalisation technique est le proie d'enjeux à tout le moins économiques et sociaux. Il y en a beaucoup d'autres, mais je ne reviendrai que sur ces deux-là qui me paraissent les plus importants. Antoine l'a évoqué dans son introduction, c'est une guerre économique qui se joue parce que faire en sorte que les règles du jeu, les normes techniques que vous utilisez dans votre industrie ou dans votre service deviennent ou devient le standard mondial ou européen, eh bien c'est un avantage compétitif énorme en termes d'accès au marché. Vous avez un coup d'avance sur vos concurrents qui n'ont pas utilisé les normes que vous avez réussi à faire labelliser normes ISO ou normes SEN. Ça m'a rappelé cette véritable guerre, je pense qu'on peut utiliser le terme, qui a eu lieu il y a quelques années entre Microsoft et IBM, concernant justement l'open source. L'ISO a voulu normaliser, proposer un open source pour son organisation. Et donc, bien entendu, les deux géants informatiques ont voulu proposer leur système de open source et il y a eu un débat pendant 4-5 ans. L'ISO a pris une norme qui était favorable à IBM. Microsoft a réussi par un jeu de lobbying particulièrement intelligent à faire en sorte qu'on prenne 2 ans après une nouvelle norme ISO qui contredise la première et qui soit la norme ISO Microsoft. Ce qu'il y a derrière cette labellisation ISO, pas cette labellisation, mais cette norme ISO Microsoft, c'est que Microsoft voyait bien que si toutes les administrations publiques, si tous les utilisateurs de open source utilisaient cette technologie-là, eh bien ils allaient, dans un deuxième temps, acheter des applications, des programmes qui leur sont compatibles et qui, eux, sont payants et qui sont, bien entendu, principalement des produits de Microsoft. Au-delà de ces enjeux économiques, il y a également des enjeux sociaux, et en particulier, puisque l'ISO s'occupe désormais de ce type de questions, lorsqu'on regarde de plus près les quelques comptes rendus des groupes de travail concernant la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale des entreprises, on constate que ce débat, ce vieux débat, mais cet important débat sur qu'est-ce qu'une entreprise était présent dans chacune de ces réunions. Et vous avez cette fracture assez classique entre l'entreprise est entre les mains exclusives de ses actionnaires et l'autre conception moins anglo-saxonne et plus continentale qui dit l'entreprise, oui, ce sont les actionnaires, mais ce sont aussi les travailleurs, les consommateurs, c'est aussi l'environnement. Et vous voyez qu'à travers cette norme ISO 26000, ce débat politique classique eh bien, est réapparu, ce qui prouve bien que derrière cette norme totalement dépolitisée se cachent d'autres enjeux. Voilà, je vous ai posé le décor en quelques minutes. Maintenant, je voudrais revenir sur la situation au niveau de l'Union européenne et vous rappeler que pendant quelques décennies, le marché intérieur n'en était pas vraiment un. Ça n'allait pas, les actes législatifs prenaient du temps à être acceptés, l'unanimité de facto était souvent la règle, les directives et règlements étaient particulièrement longs et détaillés, ils allaient dans les moindres détails, et donc lorsqu'on fait un petit peu de recherche historique, on se voit qu'en termes de marché intérieur, c'était principalement des directives et règlements qui touchaient au secteur automobile et qui touchaient à l'agriculture qui étaient décidés, et pour le reste, il n'y avait pas de consensus suffisamment important. Donc le marché intérieur était en panne. Et puis,
sans vous refaire de l'histoire de l'Union européenne, mais j'en ai un certain plaisir et je veux vous le faire partager. Vous avez le président de la Commission européenne, Jacques Delors, qui arrive et qui décide, pour le faire vite, de proposer une nouvelle philosophie concernant le marché intérieur qui a été qualifiée de nouvelle approche. Nouvelle approche qui s'oppose à cette approche classique que je viens de vous expliquer. Qui disent, mais finalement, le monde politique ne doit pas décider de tous ces détails techniques sur la longueur des essuie-glaces ou sur les tests qu'on doit utiliser pour un crash test de voiture. Ce qui est important, c'est que le monde politique débatte des exigences essentielles qui touchent, comme Benoît l'a dit, à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Ça doit être le cœur des directives et règlements. Pour le reste, renvoyons tous les détails techniques aux normalisateurs techniques qui vont faire en sorte, qui vont opérationnaliser en fait ces exigences essentielles. Et ça a marché. Au cours des 2 mandats de Jacques Delors, eh bien, cette nouvelle philosophie a été embrassée par tous les acteurs et on voit qu'en une grosse dizaine de directives, il a réussi à grosso modo achever le marché intérieur. Et cette dizaine de directives qui ne s'attardaient que sur les exigences essentielles, je vous dis bien, ont été complétées, je lis mon texte pour être sûr de ne pas me tromper, de 4000 standards techniques qui sont venus en préciser la portée. Un exemple simple, vous avez une directive sur les jouets pour enfants. Eh bien, le monde politique, la directive prévoit que ces directives pour enfants doivent assurer un haut degré de sécurité pour les enfants qui les utilisent. Voilà, elle s'arrête presque à cela. Et vous avez les normalisateurs techniques qui vont vous dire, pour les enfants de 0 à 3 mois, le jouet doit avoir au moins, je ne sais pas, j'invente les chiffres, 15 cm de grandeur. Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, il doit en avoir 12. Et vont vraiment opérationnaliser cet objectif. Et ce qui est intéressant d'un point de vue juridique, c'est que le producteur de jouets, pour reprendre mon exemple, eh bien, si il se conforme à cette norme européenne, cette norme technique européenne, eh bien, cela crée une présomption de conformité à la directive. Donc, s'il suit ce standard, c'est un bel incitant pour lui, eh bien, il sait qu'il est dans la légalité. En tout cas, il y a une présomption de légalité et il peut donc apposer ce fameux logo que tout le monde connaît, CE, et dès qu'il a le logo CE, il peut commercialiser son produit dans tout le marché intérieur, dans les 28 États membres. Eh bien, ce fut un succès. Ce fut tellement un succès qu'en 2012, l'Union européenne a décidé d'élargir cette nouvelle approche aux services et de passer donc à une logique où les marchandises et les services sont maintenant régulés par cette technique. Voilà où nous en étions. Étonnamment, en fait pas tellement étonnamment quand on s'intéresse à la normalisation technique, puisqu'elle joue beaucoup l'effet de club, c'est pas très transparent, il y a assez peu d'études, en tout cas les juristes brillent par leur absence sur ces questions de normalisation technique jusqu'à un passé assez récent. Eh bien, il n'y avait jamais eu aucune question préjudicielle qui avait été posée par un juge national concernant l'interprétation de ces normes techniques harmonisées. Il s'agit ici de cette chose-là. Eh bien, ce fut chose faite en 2016 par la haute cour irlandaise qui a décidé de poser une question préjudicielle en interprétation à la Cour de justice en disant « Mais en fait, ces normes techniques harmonisées, est-ce que vous pouvez les interpréter pour moi? Parce qu'elles ont un statut qui n'est pas clair. D'une part, ce sont des associations sans but lucratif de droit belge qui les produisent, elles sont non contraignantes, elles sont non volontaires, elles sont dépolitisées, tout ce discours-là. Mais moi, quand j'y regarde de plus près, nous dit le juge irlandais, eh bien, elles sont financées en partie par l'Union européenne, elles sont prises sur demande de la Commission européenne pour compléter de la législation européenne. Est-ce que vous avez compétence, oui ou non, pour traiter de cette question? Et ça n'a pas fait grand bruit, mais je pense que c'est un arrêt important parce que la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré cette demande recevable et a donc accepté d'interpréter les normes techniques européennes à la lumière de la directive pour voir si elles étaient bien conformes, en ligne avec la directive qui leur servait de base. Et donc tout à coup, ces normes techniques harmonisées qui sortaient du radar judiciaire, y sont entrées. Et une année plus tard, une affaire qui est restée assez peu commentée, c'est l'affaire Anstar Oy. La Cour de justice a même été plus loin, puisqu'elle a confirmé cette jurisprudence
de l'année précédente, qui s'appelait James Elliott Construction, et elle a dit, mais je vais aller plus loin et je vais même fournir au juge national un vade-mecum d'interprétation. Et elle dit, mais lorsque vous serez amené à traiter de ces standards techniques, eh bien, je vous propose les règles d'interprétation suivantes. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, en quelque sorte, de reprendre la main, en quelque sorte, sur ces standards techniques qui, pendant trop longtemps, étaient restés en dehors du contrôle judiciaire. Alors bien sûr, il ne faut pas surestimer l'apport de cet arrêt. Il s'agissait ici d'une question préjudicielle en interprétation, je l'entends bien, et ce n'était pas une question préjudicielle en validité, ce n'était pas un recours direct en annulation. À mon avis, la Cour de justice ne passera pas le pas d'un recours en annulation, puisque ce ne sont pas en tant que telles des normes produites par un organe, mais on voit que la Cour a quand même considéré que ces normes techniques faisaient partie du droit de l'Union, même s'ils n'en étaient pas l'auteur, et qu'elles comportaient des effets de droit. Et donc c'est une approche excessivement pragmatique que la Cour de justice a eue, en disant qu'importe l'auteur, je vois que dans le marché intérieur, il y a des effets de droit, et donc je considère que je suis le juge compétent pour les interpréter. Alors, j'en arrive déjà presque à ma conclusion, selon les demandes du président de séance. Excusez-moi, je suis sans doute une des rares personnes à être bavard sur la question des normes techniques. Je pense que maintenant l'Union européenne doit être cohérente. Elle doit être cohérente, c'est qu'à partir du moment où son juge suprême considère que ces normes techniques font partie du droit de l'Union européenne, qu'elles ont des effets de droit, eh bien, il faut relire le traité. Et le traité nous dit dans son article 15 du TFUE que tout citoyen et toute personne physique ou morale résidant dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support. Et donc je pense qu'il faut abandonner, si on veut être cohérent avec cette jurisprudence, on doit abandonner l'idée de normes payantes, en tout cas au niveau de l'Union européenne, parce que si elles font partie du droit de l'Union européenne, il faut que tout citoyen y ait un accès gratuit. C'est quelque chose sur laquelle je pense qu'il ne peut pas y avoir de débat. Bien entendu, cette évolution doit se faire avec un refinancement éventuel de ces normes techniques, de ces organismes techniques européens, mais ça me paraît assez évident. Et donc mon point de conclusion, c'était de vous dire que, vu le champ d'application toujours plus étendu, vu les enjeux sociaux et économiques qui se jouent derrière ces normes, et vu que ces normes jouent en fait le rôle d'équivalent fonctionnel aux règles de droit, eh bien, il est indispensable que les juristes investissent ce champ, car ce n'est pas un instrument purement technique et dépolitisé, mais ils ne doivent pas se tromper de combat. Le combat est, à mon avis, moins celui du prix des normes techniques, qui, selon la recherche que j'ai faite, se situe entre 1 et 150 € la norme technique, ce qui, pour les entreprises, n'est pas un montant qui les ferait fouir. Ce n'est pas tellement une question sur le prix, je pense que c'est bien un enjeu lié au champ d'application de la normalisation technique, mais également à ses conditions d'élaboration. L'Union européenne a pris un règlement en vue d'assurer une meilleure transparence et une meilleure participation des parties prenantes, avec son règlement 1025-2012. Mais il est à mon avis urgent de soumettre, et vous verrez que ma conclusion n'est pas très loin de celle de mon directeur de thèse, Benoît Friedman, il est à mon avis urgent de soumettre les normalisateurs aux règles fondamentales de l'état de droit, de la rule of law. La Cour de justice a ouvert la porte, espérons, et je m'adapte très fort à mon auditoire bien sûr, espérons qu'elle soit suivie par d'autres juridictions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Arnaud, c'était très intéressant. Je sais qu'il y a aussi un autre arrêt dans la Frabo qui déjà va un petit peu dans ce sens, de dire mais les organismes de normalisation ne seront pas hors sol, ils doivent respecter le droit de l'Union eux-mêmes.